Bonjour à toutes et tous. Donc je vais modérer, animer cette première table ronde avec un interlocuteur plus lointain que nous voyons dans le coin là-bas, Alex Baladi, qui a été retenu à Berlin par des intempéries qui ont annulé 2 trains successifs. Mais donc, il sera avec nous à plusieurs moments. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais saluer et remercier les 2 orateurs précédents, le professeur Henri Laurence et M. Hervé Guémard, du sérieux avec lequel les bandes dessinées du passé ont été évoquées. Je pense que ça raconte déjà beaucoup sur l'évolution de nos perceptions de la bande dessinée. Autrefois, c'était un vague continent destiné aux enfants, peuplé uniquement de stéréotypes et une lecture éventuellement à déconseiller. Et nous voyons aujourd'hui, chez des personnages éminents, une érudition attentive, et je crois que même pour Jacques Ferrandez et moi-même, il y avait certaines découvertes dans ce qui était évoqué. Donc c'est tout à fait rassurant et plaisant. Nous allons parler, et je crois que ce sera la difficulté et l'intérêt, parler à la fois du sujet de cette journée, le monde arabe et ses représentations, certaines de ses représentations contemporaines, mais en même temps de bande dessinée et de ce en quoi la bande dessinée peut-être peut par-delà toute anecdote ou toute imagerie facile apporter un renouvellement dans le traitement de ces questions historiques ou contemporaines avec des modes de représentation très différents. Alors, essayer de bien manipuler ça. Ça ne réagit pas. Voilà, donc à ma droite et à votre gauche, précision utile par les temps qui courent, Jacques Ferrandez. Jacques Ferrandez, qui est un compagnon d'aventure depuis longtemps, puisque nous avons démarré dans les mêmes revues il y a longtemps, notamment dans la revue À Suivre, mais l'exercice du jour nous imposera le vouvoiement. Et on peut dire que Jacques Ferrandez est un invité absolument naturel et indispensable pour cette journée, puisque même s'il a produit des albums dans des directions très différentes, s'intéressant même à la cuisine à travers les Frères de Terroir, s'intéressant à l'arrière-pays niçois et à d'autres sujets, le monde arabe et singulièrement l'Algérie traverse toute son œuvre, tout son travail, et cela depuis les années 1830, celle de la colonisation, jusqu'à la période la plus contemporaine qu'il a abordée récemment dans les suites algériennes. Et il y a aussi dans le travail de Jacques Ferrandez, et nous y reviendrons brièvement, un attachement particulier à l'œuvre d'Albert Camus et à l'exercice difficile des adaptations auxquelles il s'est livré. À ma gauche et à votre droite, Adeline Rosenstein et en tout petit pour l'instant sur l'écran, mais nous le verrons en plus grand tout à l'heure, Alex Baladi, qui ont mené ensemble une aventure de bande dessinée de non-fiction. C'est un genre qui s'est développé énormément ces dernières années avec une grande richesse, qui porte le titre énigmatique et puissant de Décrit Ravage. Et 3 tomes sont parus à ce jour, qui peuvent se lire de manière relativement indépendante. Chacun contient vraiment une histoire complète. Bien sûr, cela forme aussi un ensemble qui n'est pas clos, puisque je crois qu'un 4e volume est en cours. Avant d'entrer plus précisément dans cette histoire et ce dialogue à plusieurs voix, de toutes petites balises. Alors, les grands historiens ont montré de la BD, moi j'ose montrer du document historique sans avoir de compétences bien particulières sur le sujet. Mais évidemment, ce qui est frappant, c'est de retrouver, dès la période napoléonienne, si décisive dans nos représentations de l'Orient, ce terme de description qu'il va y avoir dans le titre de votre série, Décrit Ravage. Ce terme de description qui nous semble au départ d'une grande neutralité
vous montrerez dans votre travail à quel point il est déjà un instrument de pouvoir, à quel point la représentation cartographique peut avoir été chargée de sens et de violence. On le sait, après l'expédition d'Égypte, les peintres très vite s'emparent, ici un tableau de Léon Cognet, vont s'emparer très vite de ce monde chatoyant, de ces exploits des armées françaises, mais très vite aussi, et là c'est plutôt le travail de Jacques Ferrandez que nous retrouvons ou qui s'annonce, nous avons à travers les tableaux les plus fameux de Delacroix une notion de l'Orient qui est encore en partie la nôtre ou qui restera très très longtemps la nôtre. Ce qui intéressera Jacques Ferrandez, il nous en parlera dans quelques instants, ce qui intéressera Jacques Ferrandez encore plus que ces grands tableaux, que ces grandes scènes, c'est le rapport au carnet, le rapport au croquis, à ce qui a été fait sur le vif, aux personnages qui ont été saisis à gauche et à droite, et ce sera le point de départ de la série Carnet d'Orient. Nous le savons aujourd'hui, à travers notamment le livre qui a fait date d'Edouard Saïd, l'orientalisme, mais à travers évidemment les travaux de nombreux et excellents historiens sur ces questions, nous savons à quel point ces représentations, longtemps considérées comme exotiques, séduisantes, chargées d'un érotisme plus ou moins de pacotille, à quel point ces représentations ont été plus récemment mise en question et déconstruite. Mais sans refaire toute l'histoire de la bande dessinée, je voudrais rappeler qu'elle s'est elle aussi intéressée très tôt à ces représentations de l'Orient et singulièrement de l'Algérie. Töpfer, ici revisité par Cham, représente l'Algérie et un incendie d'Alger provoqué par les personnages. C'est paru dans la revue L'Illustration en 1845. C'est l'histoire de Monsieur Cryptogame dont Töpfer avait dessiné la première version dans un style plus léger, plus caricatural, à peu près au moment de la conquête de l'Algérie. Donc il y a instantanément coïncidence de la bande dessinée naissante, dont Töpfer est le père ou le grand-père, et de cette représentation de l'Algérie bien avant Jacques Ferrandez. Mais vous voyez que Töpfer et Cham aidant, ce sont des représentations qui ne s'encombrent pas de trop de scrupules. Je ne vais pas insister sur Hergé, puisqu'il a été évoqué longuement et que c'est une référence presque trop évidente, à travers d'abord le crabe aux pinces d'or, le pays de la soif, où Haddock trouvera sa rédemption, puis le pays de l'or noir. Il est intéressant ici de voir en une seule case assez marquante la manière dont on peut tenter de se fondre dans le décor. La femme voilée à l'avant-plan et un Tintin lui-même arabisé, un Tintin qui tente de se fondre et qui adopte les lunettes noires. C'est assez rare, c'est d'ailleurs assez amusant de voir comme le héros est privé ici de ses signes distinctifs. Ça lui arrive en Chine aussi, pour se fondre véritablement, pas à la manière grotesque des Dupont qui croient toujours adopter le costume local et qui sont une manière pour Hergé de dénoncer le stéréotype le plus évident qui était celui de ses débuts, mais ici une tentative de s'intégrer au décor et au paysage. Bien sûr, je n'insiste pas non plus sur cette métamorphose qu'il va y avoir, cette disparition au Pays de l'Or Noir entre la version de 1950, héritée de celle de la fin des années 30, au prix de quelques anachronismes et quelques étrangetés narratives, cette version première qui a été évoquée par le professeur Henri Laurence, et la version de 1970 qui va éliminer cette toile de fond devenue étrange. Cela a été fait, vous le savez peut-être, à la demande de l'éditeur britannique des aventures de Tintin. Donc il ne s'agissait pas du tout de dissimuler Irgun ou Haganah, de faire disparaître la Palestine ou Israël par des scrupules tardifs d'Hergé. Il s'agissait d'obéir à la demande d'un éditeur britannique qui considérait que la représentation des Anglais était peu flatteuse.
Donc c'est l'unique raison qui a conduit Hergé à éliminer cette toile de fond, faisant perdre à l'album une partie de sa force, puisque finalement, si vous imaginiez le même traitement appliqué au Lotus bleu, où on dirait pour ne vexer ni les Chinois ni les Japonais, on va éliminer cette guerre, il ne resterait plus grand-chose du récit. Une des forces d'Hergé était d'être un chroniqueur de son temps, et en voulant devenir classique, c'est-à-dire comme il le disait, en ayant un affrontement intemporel entre deux émirs, ce qui peut toujours se produire, il ôtait peut-être à son récit une partie de sa charge narrative, et après tout, il avait montré que même à de jeunes lecteurs, et c'est un point commun avec Jacobs, on pouvait raconter des histoires géopolitiques compliquées sans les perdre grâce à la très fameuse ligne claire. Mais nous allons donc maintenant procéder en plusieurs temps. D'abord, nous concentrer sur le travail de Jacques Ferrandez dans ses carnets d'Orient puis d'Algérie, puis évoquer votre travail avec Alex Baladi, qui nous voit et nous écoute, dans Décrit Ravage. Et puis nous essaierons de discuter un peu plus généralement des questions posées par ces représentations en bande dessinée, en quoi la bande dessinée peut nous aider, et puis si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Voilà, cette rencontre devrait nous mener jusqu'à midi. Donc, commençons par Jacques et ce titre même de Carnet d'Orient qui va conjuguer finalement deux idées d'emblée, celle des carnets dont on a vu qu'elle venait lointainement des orientalistes et de Delacroix, et celle de l'Orient. Et il est assez amusant et intéressant de voir que dans la suite de la série, qui s'est appelée à un moment aussi Carnet d'Orient, deuxième partie, cela deviendra des carnets d'Algérie. Donc peut-être... Jacques, peux-tu... Non, on va revenir. Peux-tu évoquer quelques souvenirs des circonstances de la création, de cette envie pour toi d'aborder cette histoire dont je ne pense pas que tu imaginais qu'elle te mènerait sur quelque chose aussi ample? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je ne sais pas si le micro est ouvert. Je ne vois pas de petite lampe rouge. Tu dois peut-être pousser simplement sur le petit bouton. D'accord, ça y est. Oui, bonjour à tous. En effet, il faut remonter au début des années 80, parce que je venais de commencer un parcours dans la bande dessinée, comme Benoît l'a signalé, avec une revue comme À suivre, dès la fin des années 70, avec des premiers récits qui étaient plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui de la BD reportage, avec Arrière-Pays, qui étaient des choses où je m'intéressais un peu au milieu qui m'entourait, puisque j'habite dans la région de Nice, et à l'époque, j'avais décrit un petit peu à travers une fiction des histoires un peu concernant l'exode rural, enfin des choses qui étaient très ancrées dans le contemporain. Et puis j'avais cette interrogation de par mes origines, puisque moi je suis né à Alger à la fin de l'année 1955, sur quelle était cette histoire dont j'étais le produit. Et j'avais comme ça l'idée de raconter quelque chose sur cette longue période historique, mais en me disant, j'avais des souvenirs, alors pas des souvenirs personnels, puisque moi, mes parents ont quitté l'Algérie juste après ma naissance, dès l'année 56, mais j'avais des grands-parents, notamment un grand-père maternel, qui me racontait beaucoup de choses de sa propre enfance dans le sud oranais, où son père était chef de gare dans les lignes qui étaient en train de se construire vers Colombéchar, vers Ain Sefra, et dans ces contrées vraiment du sud de l'Algérie. Et tous ces récits que mon grand-père m'avait racontés, je voyais mal comment les organiser pour en faire une histoire, vraiment. Je me suis dit, il valait mieux remonter à ce qu'a été l'origine de cette histoire, c'est-à-dire de la présence française en Algérie, c'est-à-dire les années 1830. Et là, j'ai commencé à me documenter, à refaire des recherches, simplement en lisant des livres d'historiens sur cette période. Et évidemment, tout de suite, j'étais confronté à la manière dont cette histoire avait pu être racontée aussi par les reporters d'images de l'époque, c'est-à-dire avant que la photographie n'existe, c'est-à-dire les peintres. Et en effet,
situé à la même époque exactement que du début de la conquête en Algérie, c'est-à-dire la prise d'Alger date de l'année 1830. En 1832, Delacroix fait un voyage au Maroc avec ce qu'on pourrait appeler une mission diplomatique, et il est absolument ébloui, évidemment, par ce qu'il voit, et il remplit 7 carnets, dont 3 sont arrivés jusqu'à nous, et qu'on peut consulter, alors qu'on ne peut pas consulter directement, mais dont il existait une édition de fac-similé que j'ai découvert à l'époque en faisant mes recherches. J'habitais Paris à l'époque, j'étais allé à la Bibliothèque nationale, au cabinet des Estampes, rue de Richelieu, et là je suis tombé sur toute une iconographie correspondant au début de la conquête, c'est-à-dire des cartes, des plans, des relevés d'architectes, et puis évidemment ces carnets de peintres. Et on avait à la fois d'ailleurs des carnets de peintres, j'allais dire de peintres voyageurs comme Delacroix, même s'il était associé à une expédition diplomatique, mais il y avait aussi des peintres militaires, puisqu'en effet il s'agissait d'avoir pour l'armée française à l'époque ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des journalistes embedded, c'est-à-dire des peintres qui faisaient partie du corps expéditionnaire et qui rapporter, disons, des images, évidemment, généralement, pour glorifier, disons, l'action de l'armée française dans son opération de conquête. Tout ça m'a donné une espèce de base visuelle pour commencer à travailler sur le sujet. Et je me suis aussi rendu compte qu'évidemment, les carnets, entre les carnets des peintres qui pouvaient avoir fait le voyage et les tableaux qu'on pouvait voir ensuite dans les musées, il y avait une espèce de décalage, de différence, puisqu'il y avait une forme d'authenticité, de réalité sur les carnets, puisqu'ils étaient vraiment inspirés sur le vif de ce que les artistes avaient pu voir sur place. Et puis il y avait une forme, disons, de boursouflure ou d'emphase dans les tableaux, où il s'agissait de reconstituer une espèce d'Orient plus mythique ou plus fantasmé, avec toujours des références bibliques et des choses comme ça. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'était de voir quel était le décalage, finalement, entre la perception immédiate et la restitution de cette perception à travers les œuvres qui étaient offertes, disons, au grand public de cette époque-là. Une chose qui est immédiatement fascinante dans ton travail, dès le premier volume de Carnet d'Orient, donc tu inventes un peintre fictif dont le style ressemble un peu à Delacroix, mais qui, pour les besoins du récit, puisqu'il s'agit de récits romanesques et non pas d'une fresque purement historique, est un peintre imaginaire. Et tu vas confronter dans les planches de bande dessinée ce qui n'est pas du tout évident à l'époque, ne serait-ce que pour des raisons techniques. À l'époque, la couleur se reproduit plus difficilement dès qu'elle sort un peu du système de coloriage classique. Tu vas confronter dans tes planches cette écriture aquarellée. Oui. Et les cases de bande dessinée plus narratifs. Bien sûr, les carnets en tant que tels et en tant qu'objet vont jouer un rôle déterminant dans le récit, et tout au long de ta saga, on les retrouvera. Mais c'est aussi une manière d'amorcer peut-être une écriture de la bande dessinée différente de celle à laquelle on était habitué, c'est-à-dire de se dire que plastiquement, on peut user et confronter plusieurs codes de représentation. Oui, vous avez raison, cher Benoît, j'utilise le vouvoiement, de parler aussi de la manière dont on est parfois contraint par les modes de reproduction. C'est-à-dire qu'on a commencé à suivre une revue en noir et blanc, qui peu à peu est passée à la couleur, et on pouvait à ce moment-là s'exprimer, ce qu'on appelle en bande dessinée, en couleur directe, c'est-à-dire ne plus avoir recours au système qu'on a vu d'ailleurs précédemment sur les planches qui ont été montrées sur les années 50-60, où il y avait une mise en couleur qui était faite à part sur ce qu'on appelle des bleus. Bon, je ne vais pas faire un développement technique, mais on était un peu contraints, disons, et même les modes de reproduction étaient assez peu fidèles, c'est-à-dire qu'on avait parfois des dérives sur les couleurs qui imposaient d'avoir des couleurs très basiques, en fait, cernées par le cadre, profondément enfermées par une ligne qui restait l'essentiel du langage de la bande dessinée, pour des raisons tout à fait pratiques de reproductibilité, oui, de ne pas avoir un désastre et quelque chose qui bave et parte dans tous les sens. Donc c'est une audace. Il faut dire aussi que la revue dans laquelle commencent à paraître les carnets d'Orient, la revue Cortot, est une revue qui est ouverte au reportage et qui mêle, comme c'est devenu assez fréquent aujourd'hui, qui mêle de la photographie, des grands dessins
et un travail plus proche de la bande dessinée. Pratt lui-même, d'ailleurs, avait ce recours à l'aquarelle et faisait un travail de terrain. Donc vous allez vous trouver, pardon cher Jacques, vous allez vous trouver dans cette double écriture qui participera beaucoup au charme du travail des carnets d'Orient. Oui, parce que moi j'avais un ancrage très classique du point de vue narratif et graphique. Et là, j'avais la possibilité de faire intervenir dans la manière de raconter une espèce de voix subjective qui serait celle du peintre qui raconte son histoire au fur et à mesure. Mais je reviens sur le titre, simplement, un carnet d'Orient. Donc carnet, forcément, puisqu'on part des carnets de Delacroix et des carnets de ces peintres, que ce soit des peintres voyageurs ou des peintres militaires. Et il y a la notion d'Orient. Alors évidemment, on voit comment ça a été, entre guillemets, avec un terme beaucoup employé aujourd'hui, déconstruit avec effectivement Édouard Saïd et d'autres, sur cette notion d'orientalisme. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, au XIXe siècle, cette vogue d'orientalisme qui touchait tous les secteurs, disons, artistiques et littéraires, était une espèce de vecteur assez puissant qui donnait à voir ou donnait à imaginer ce que pouvaient être ces contrées lointaines, qu'on confondait d'ailleurs sous le titre, enfin sous le vocable Orient, ce qui était déjà le début du malentendu, puisqu'on sait bien que moi qui fais des histoires qui se situent en Algérie, donc au Maghreb, le Maghreb dans le monde arabe, c'est évidemment l'Occident, si vous voulez. Donc déjà, il y avait une espèce de malentendu ou de mal vu, si vous voulez, par rapport à la représentation qu'on pouvait se faire de ce monde étrange ou étranger qui était finalement très vaste et très peu défini, puisque ça allait de l'Extrême-Orient, ou enfin de la Perse, même voire de l'Inde ou de la Chine, jusqu'au Maroc, et donc avec cette espèce de confusion des mots dès le départ. Mais moi, c'est ça qui m'intéressait, parce que ça me permettait aussi de montrer comment, justement, toute cette imagerie orientaliste a été, d'une certaine façon, une courroie de transmission aussi de l'entreprise coloniale, que c'est comme ça aussi qu'on a suscité des vocations, qu'on a donné à voir. C'est aussi l'idée de mon premier carnet d'Orient, où mon personnage est mêlé à l'histoire qui est en train de se faire, puisqu'il se retrouve alternativement du côté des troupes françaises et du côté d'Abdelkader. Donc il est un petit peu comme moi, un film qui m'avait beaucoup fasciné à cette époque-là, enfin un petit peu avant, c'était Little Big Man, vous savez, avec Dustin Hoffman, où ce personnage ne sait plus qui il est, où il est, dans quel camp il doit se retrouver, et en même temps il participe à cette histoire qui est en train de s'écrire. Donc c'était un peu mon propos, parce que j'avais aussi envie d'essayer de comprendre ce qu'a été cette histoire, encore une fois, dont je viens. Donc ça me permettait d'engager, si vous voulez, une espèce de récit qui s'est ensuite développé au fil des albums et au fur et à mesure. Donc on va avoir une traversée de cette histoire de l'Algérie sur plus d'un siècle. On passe de génération en génération avec des relais, des points d'accroche entre les histoires qui ne sont pas indépendantes. Et ce qui est très frappant dans le travail, même s'il a une dimension romanesque, évidemment, quand on parlera tout à l'heure de décrire Ravage, on verra que la dimension romanesque, l'incarnation par les personnages n'est pas du tout évoquée de la même façon et traitée selon un parti pris tout autre. Mais il y a quand même, en dépit de la construction romanesque et du passage des générations, une documentation extrêmement ample. Et il y a d'ailleurs, dans l'édition actuelle, qui regroupe en 2 gros volumes, Carnet d'Orient et Carnet d'Algérie, non seulement un appareil important de préfaces, et de préfaces d'historiens ou de témoins ou d'écrivains, mais aussi à chaque fois une bibliographie très conséquente. Et on sent donc que l'imaginaire qui est présent dans ces histoires, s'appuie sur un travail historique très solide. On est là assez loin, par exemple, de la fantaisie d'un Jean-Michel Charlier, qui a été évoqué tout à l'heure, et qui, tout en accumulant énormément de coupures de presse, ne craignait pas de créer des sortes de synthèses un peu étranges, où le romanesque devait primé, où il fallait tout d'un coup démasquer un ancien nazi ou un complot plus ou moins imaginaire. Chez vous, on sent quand même que la liberté narrative, la liberté des personnages est encadrée par un souci de documentation. Et puis l'autre point qui est très fort et qui, je crois, reste très important pour les lectrices et les lecteurs des carnets d'Orient et des carnets d'Algérie, c'est l'envie difficile de ne pas choisir son camp, de ne pas avoir choisi un des 2 points de vue, mais d'être peut-être dans cette ambiguïté ou cette difficile, voire impossible synthèse qui est au cœur de l'œuvre de Camus
et je crois de rendre justice aux uns et aux autres, adopter des points de vue successifs, montrer des personnages qui glissent, montrer l'amour, puisque l'amour est une dimension importante, qui essaye, peut-être là, en prenant quelques libertés avec la réalité historique, qui essaye de créer des liens entre les communautés, des passerelles, des passages, des transfuges. C'est quelque chose... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait dès le début une sorte de conscience d'une responsabilité que les anciens auteurs de bande dessinée, ceux des générations antérieures, n'avaient pas. Oui, enfin en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était un sujet très sensible. Moi, je le savais bien, étant moi-même d'une famille dite de pieds noirs, c'est-à-dire c'est un sujet sur lequel il était difficile de mettre tout le monde d'accord, de part et d'autre de la Méditerranée. Et je savais aussi que si je voulais faire un travail qui me renseigne moi-même sur cette histoire-là, il fallait que je m'écarte, disons, de tout point de vue partisan et encore moins militant, c'est-à-dire de me retrouver dans une situation où j'observe quelles ont été les forces en présence, quelles ont été les idées en présence aussi, parce qu'il faut bien comprendre que les idées du XIXe siècle qui poussent à la colonisation, y compris les républicains de 1848, qui sont les plus fervents colonisateurs, et on le verra par la suite avec Jules Ferry, qui était à la fois le promoteur de l'école laïque et obligatoire, mais qui était aussi un défenseur du parti colonial. On voit de quelle manière tout ça est très ambigu, en tout cas à nos yeux aujourd'hui, et moi je me refuse toujours de juger, si vous voulez, ou de voir les choses du passé avec l'œil d'aujourd'hui, parce que c'est très commode, évidemment, c'est très confortable de plaquer, si vous voulez, des raisonnements ou des systèmes de valeurs ou de pensée qui soient ceux de notre monde contemporain sur, disons, une période révolue où les gens avaient d'autres raisons d'agir. On sait bien que l'entreprise coloniale s'est faite aussi, alors de façon explicite au nom d'exporter les Lumières, hein, c'est-à-dire d'aller civiliser les barbares. Enfin, tout ça est contenu dans toutes les comment dire, les arguments qui pouvaient justifier la colonisation. On voit bien qu'il y avait une forme de sincérité aussi de la part de certains, des instituteurs, des personnels sanitaires, hospitaliers, etc. Donc, on voit bien que tout ça est infiniment complexe et échappe simplement à des catégorisations qui seraient celles de nos yeux d'aujourd'hui. Et j'essaie, si vous voulez, de rendre effectivement, et on peut le faire aujourd'hui, je pense, avec la bande dessinée, rendre compte d'une forme de complexité, parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a échappé, si vous voulez, à une forme de catégorie aujourd'hui qui ferait que la bande dessinée serait uniquement s'adresser à des enfants ou à des adolescents attardés. Vous voyez, on a aujourd'hui évidemment la possibilité, et on voit avec les livres dont on va parler tout de suite, d'écrits Ravage, on voit de quelle manière la bande dessinée peut s'emparer de sujets éminemment adultes, enfin si vous voulez, en tout cas et introduire de la complexité, en tout cas. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, parce que justement, c'était mon moyen d'expression, et je suis tombé, j'allais dire, au moment où ce moyen d'expression était en pleine évolution, et autorisé ça justement à travers les revues, à travers les démarches éditoriales. Cette lente émergence de la bande dessinée de non-fiction, qui aujourd'hui existe comme un genre à part entière, mais qui à l'époque n'existait que sous une forme plus timide, et particulièrement à travers des vrais carnets de voyage que vous avez réalisés dans la période qui a suivi le premier cycle des carnets d'Orient. Donc il y a eu les carnets de Syrie, carnets Liban, Irak. Et donc là, un travail de documentation sur le terrain qui peut-être vous conduira plus naturellement à traiter de la période la plus brûlante et de la génération qui est celle de vos parents ou de vos grands-parents, donc celle de la guerre d'Algérie qui devient le sujet du second cycle. Est-ce qu'il y avait déjà eu, au début du projet des carnets d'Orient, l'idée que vous iriez jusque-là, jusqu'au traitement de la guerre, qui était quand même une matière peu présente dans l'enseignement français, dans le discours même à la télévision, etc. Ou est-ce que c'est petit à petit que ça s'est imposé? Oui, franchement, j'avais aucune idée que ça puisse se donner comme ça 10 albums, plus maintenant les suites algériennes. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé comme un feuilletoniste, c'est-à-dire j'ai commencé à installer des personnages, des situations, et puis ensuite j'ai comment dire, déroulé la pelote pour faire avancer cette histoire-là, que deviennent les personnages dans la période suivante, et ainsi de suite, mais sans avoir
évidemment, au départ, aucune idée du scénario global de toute cette série. Les choses un se sont scénario construites. qui épouse quand même très fortement le déroulement de la guerre entre 54 et tout à 62, fait, enfin depuis les événements, comme tout à on fait, mais disait, moi je jusqu'à l'indépendance. me suis renseigné, documenté au fur et à mesure, parce on dit toujours qu'il y a assez peu de choses concernant cette période-là, comme si c'était une espèce de trou noir dans nos mémoires, etc. Or, il existe énormément de littérature, que ce soit de la littérature produite par les historiens ou la littérature de fiction sur tous ces sujets et à toutes les périodes. Donc c'était impossible d'embrasser tout ce sujet d'un seul coup. Donc j'ai vraiment déroulé les choses de façon chronologique en me renseignant à chaque fois sur la période que je devais traiter. Et ce qui m'a permis d'accumuler effectivement une forme de connaissance, disons, du sujet, et dans toute la pluralité, justement, parce que quand je vais en Algérie, j'y vais souvent, je me procure, vous voyez, des livres qu'on trouve dans les librairies ou chez les éditeurs algériens, qui sont des souvenirs ou des travaux historiques sur la période, disons, 54-62, évidemment, avec un prisme tout à fait différent de celui des mémoires d'Appelé, par exemple, ou évidemment, des mémoires des Français d'Algérie. Enfin, vous voyez, c'est intéressant de confronter tout ça, de voir comment chacun a ses raisons aussi, et comment chacun se détermine en fonction d'une situation, une situation historique, une situation de l'histoire en train de se faire. Et à chaque fois, j'essaye de prendre des témoignages et des éléments qui vont nourrir ma fiction, en fait, mais de façon la plus scrupuleusement exacte possible. D'abord, pour ne pas décrire des choses qui ne soient pas avérées dans les deux camps, j'allais dire, et puis ensuite, à partir de là, de faire exister des personnages de fiction qui sont eux-mêmes très inspirés. Souvent, je fais des synthèses, disons, ou des mix de différentes histoires réelles pour les condenser. Les personnages historiques réels sont nommés, sont désignés, de même que les coupures de presse sont très présentes. Oui, mais en même temps, ce qui est frappant, et je crois ce qui apparaît immédiatement dans une page comme celle-là, mais dans d'autres, c'est qu'il y a un parti pris qui va s'inscrire en faux par rapport aux traditionnelles histoires de France et autres en bande dessinée qui ont longtemps été pratiquées d'ailleurs par de bons auteurs, mais qui étaient assez sages dans leur traitement. Et chez vous, ce qui est très frappant, c'est d'abord cette composition par double page, parce que parfois on pense la bande dessinée comme une addition de cases, comme si elles étaient presque indépendantes, puis souvent, et c'est un peu le discours que je développais autrefois, on parle de la page, et de la page comme une entité, ne serait-ce que parce que techniquement c'était le plus facile aussi à remettre. Et parce qu'il y avait les revues. Et parce qu'il y avait les revues qui fonctionnaient par page et qui quelquefois ne tenaient pas compte d'ailleurs des rapports page de droite, page de gauche, etc. Mais vous savez, c'est le début, en fait, tout ça a été publié donc en feuilleton dans une revue, qui était une revue mensuelle, qui était à suivre, un corto puis à suivre. Et en fait, je me souviens très bien que dès le départ, j'avais demandé à Jean-Paul Mougin, que vous avez bien connu également, qui était rédacteur en chef de La Suivre aux éditions Casterman, j'avais dit, moi j'aimerais utiliser la double page, justement, pour rendre compte des paysages, de l'espace, etc., de ce contexte, en fait, historique. Et il m'avait dit, mais non, parce qu'on ne pourra jamais savoir de quelle manière l'imposition se fera dans la revue. Donc, fais-nous des pages isolées, puis on les relira dans un album. Et l'introduction de la double page est arrivée à partir du moment où la disparition de La Suivre, et les albums sont sortis directement. Donc, encore une fois, vous voyez de quelle manière aussi le mode de production peut influencer, d'une certaine façon, la création et la mise en œuvre, la réalisation du travail d'auteur de bande dessinée. De la même façon, l'avènement de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, le roman graphique, est lié aussi à la publication sous une forme directement livresque, puisqu'on s'est dit à ce moment-là, la page ne compte plus en tant que telle, c'est l'ampleur du récit, donc une page peut être très chargée ou peut être très, très libre, alors que quand nous paraissions en revue, il s'agissait évidemment que chaque page soit dense. Oui. Ne serait-ce que parce qu'elle était payée individuellement et qu'une grande illustration aurait donné le sentiment que l'auteur s'était fait un peu plaisir. Et il y a donc quelque chose de neuf aussi dans cette approche, qui est une approche par l'ampleur. Là où on était dans des récits relativement courts qui se suivaient, mais qui devaient avoir une trame fortement feuilletonesque, peu à peu, on arrive à des récits qui sont conçus comme de grands ensembles et qui donc, narrativement comme plastiquement, peuvent jouer du chapitre, peuvent jouer de la grande illustration, peuvent jouer du texte aussi, si on pense à une représentation non pas francophone, mais américaine du monde arabe, une représentation qui a d'ailleurs été controversée, c'est Habibi de Craig Thompson, un livre de 700 pages. L'écriture
peut quelquefois occuper une page ou une double page et exister pleinement. C'est évidemment dans ces évolutions thématiques et artistiques de la bande dessinée, c'est aussi ce changement, ce passage de la presse au livre qui a joué. Mais ce qui n'empêche pas de conserver, voire pour les faire évoluer, aussi les codes vraiment propres à la bande dessinée. C'est-à-dire, dans la revue, il y avait cette espèce de suspense de bas de page qui incitait le lecteur à tourner la page, et que moi, qui fait partie de mon éducation, si vous voulez, de lecteur et d'auteur de bande dessinée, et que je maintiens dans mon rythme de narration. Et puis là, je voyais autre chose sur cette page. C'est aussi lié à cette bande dessinée classique, quand il s'agit de faire parler, parce qu'évidemment, nous, en bande dessinée, on n'a pas le son, on n'a pas les mouvements de caméra, comme au cinéma, et là, quand on veut figurer des personnages qui parlent entre eux en arabe, j'ai utilisé une typographie de ma main, disons, qui permettent de comprendre pour le lecteur qu'à ce moment-là, les personnages parlent en arabe. Et ça vient tout bêtement, vous savez, du Astérix et les Go, quand les Go parlent en gothique, vous voyez, c'est écrit en gothique. Mais voilà, ça fait partie d'une espèce de référence culturelle qui permet d'utiliser ce code, en fait, ce code narratif, et pour l'utiliser de façon à ce qu'on comprenne, enfin, que le lecteur comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Et si on veut s'arrêter un instant sur cette belle double page, mais il y en a beaucoup qui reposent un peu sur les mêmes principes. Ce qui est aussi frappant, c'est évidemment, d'une part, l'existence des personnages très présents, en gros plan, de manière à peu près cinématographique, et en même temps la représentation très forte du cadre du combat, mais c'est aussi dans l'organisation de la double page quelque chose qui est tout à fait propre à la bande dessinée, c'est-à-dire l'idée de regard qui partirait plutôt vers la droite et de profil plutôt orienté vers la droite dans cette partie gauche de la page, donc comme s'il regardait vers le paysage, et de l'autre côté, cette confrontation vers la gauche, c'est-à-dire qu'on voit à ce moment-là la double page se replier, et c'est quelque chose que ni un documentaire, ni une illustration, ni a fortiori un roman ne pourrait donner. Je crois que c'est très important quand on évoque cette idée de représentation du monde arabe dans la bande dessinée francophone, c'est aussi de se poser la question de la plus-value esthétique ou narrative ou formelle que la bande dessinée peut avoir à travers des styles très très différents. On évoquera tout à l'heure le travail de David Bay et Jean-Pierre Fédieux, celui de Zéna Berachet, d'autres auteurs. Chacune d'elles essaie, je crois, de tirer parti pleinement de ce langage et pas pour réaliser une sorte de téléfilm sur papier. Ça me semble une dimension très importante, sinon on pourrait se dire par rapport à un document d'archives, quelle est la plus-value? Et une des forces aussi d'un travail comme le vôtre, c'est de synthétiser des documents très nombreux, parfois peu lisibles, parfois des photos d'époque, noir et blanc, des photos de presse, etc., et de redonner à tout cela couleur et présence charnelle. On va voir une autre. Et donc là, l'événement directement historique entre aussi en collision avec l'histoire de vos personnages, et donc la grande histoire est représentée très fortement. Oui, parce qu'évidemment, c'est cette grande histoire auquel se confrontent toujours mes personnages, avec leur point de vue, et qui est aussi un peu mon point de vue. Moi, j'essaie toujours, alors même si je fais intervenir la grande histoire avec des événements marquants, en fait, j'essaye toujours de le représenter à hauteur d'homme, c'est-à-dire comment ça réagit à travers les personnages qui proviennent de différentes origines, qui ont leur histoire, qui ont leur motivation, qui ont leur logique, leurs valeurs, etc. Et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était pas seulement de faire un cours d'histoire en bande dessinée, mais c'était d'incarner tout ça à travers des destins individuels et de voir comment... Et finalement, ça me renvoie aussi à ce que je suis, c'est-à-dire moi, évidemment, la grande question existentielle pour moi, c'est qu'est-ce que j'aurais été, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né 10 ans, 15 ans plus tôt dans ce pays. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand c'est la guerre, et en plus, quand cette guerre a des aspects de guerre civile, quel camp on choisit? Est-ce qu'il faut choisir son camp? Est-ce que, justement, on n'est pas sommé par sa communauté de se déterminer en faveur de sa communauté d'origine? Est-ce qu'on doit être dans l'adhésion? Est-ce qu'on peut être dans la trahison? Est-ce que, vous voyez, enfin, tout ça, c'est des questions... C'est le titre du beau livre de Pierre Bayard, Aurais-je
Aurais-je été résistant au bourreau? C'est la question que tout le monde, évidemment, peut se poser. Et c'est aussi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de voir, et c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup intéressé à l'œuvre de Camus, c'était le déchirement de Camus à cette époque-là, parce qu'il était sommé, finalement, par le milieu intellectuel parisien de rejoindre le camp de ceux qui luttaient contre le système colonial. Lui-même en était issu, mais on sait de quelle manière. C'est-à-dire que ce n'était pas le représentant des grandes familles de colons d'Algérie. Enfin, on sait très bien si on a lu un peu Camus. Et lui-même se sentait extrêmement déchiré par ces événements qui étaient en train de se dérouler, dont il n'a pas vu l'issue d'ailleurs, parce qu'il est mort en janvier 1960, donc 2 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Donc aujourd'hui, tout le monde peut s'approprier Camus pour dire voilà ce qu'il aurait dit, voilà ce qu'il aurait fait. Alors on va en venir à Camus dans quelques instants à travers vos adaptations, mais il y a aussi donc ce travail sur la matière contemporaine, alors là encore plus imprévisible, après les années de plomb algériennes, l'envie de se rapprocher du contemporain, et dans ces suites algériennes, finalement peut-être la fusion de l'écriture du carnet sur le terrain et du travail romanesque et historique, puisque dans ces suites algériennes, il y a un personnage qui vous ressemble assez fortement, et donc on a là on rejoint la dimension autobiographique qui a été la source secrète de cette histoire et qui donne sa nécessité à ce long parcours. Oui, alors, si vous voulez, on va peut-être terminer là-dessus. En fait, jusque-là, évidemment, je parlais d'une histoire qui se déroulait à une époque où j'étais pas né, en fait. Vous voyez, c'était ce qui précédait, disons, mon implication dans ces histoires-là. Aujourd'hui, comme je disais, je continue à aller fréquemment en Algérie, et il se trouve qu'évidemment, l'histoire ne s'est pas arrêtée en 1962. Moi, je me suis intéressé évidemment à cette période commune entre la France et l'Algérie, mais le fait d'y retourner fréquemment, ça m'a conduit aussi à avoir un regard sur ce qui s'y passe depuis 1962. Et le fait d'y être retourné précisément au moment du Hirak, puisque j'étais à Alger au moment du 1er novembre 2019, c'est-à-dire c'était à la fois le 37e vendredi du Hirak et l'anniversaire du 1er novembre 54, qui est évidemment le coup d'envoi de l'insurrection qui amène à l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu des manifestations énormes ce jour-là, et alors je suis arrivé le jour même, mais un peu en fin de journée, donc je n'ai pas pris part du tout aux manifestations, mais le lendemain, dans la presse algérienne, j'ai pu voir à quel point ça avait été très très important. Et comme j'étais ce jour-là, moi, sur une démarche un peu plus personnelle, qui était simplement d'aller visiter les 2 cimetières chrétiens d'Alger où sont enterrés mes 2 arrière-grands-pères paternels, que j'ai évidemment jamais connus, ça fait vraiment retour sur tout ce que j'avais fait précédemment, et je me suis dit, là, je tiens le début d'une nouvelle histoire. Et ça m'a permis aussi, alors j'avais fait un peu comme une étape de travail, le fait de me représenter, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Moi, je suis arrivé dans la bande dessinée avant le courant autobiographique, autofiction, etc. Et j'avais jamais eu l'idée de me représenter, disons, à l'image. Et là, cette idée sur les premières pages d'essai, sur ce premier chapitre où le personnage, effectivement, va dans le cimetière algérois à un moment du Hirak, mon éditeur m'a dit non mais garde, parce que je dis bon, le personnage va sûrement évoluer, je vais lui trouver une autre tête. Il m'a dit pas du tout, laisse-le comme ça, parce que c'est la première fois justement que tu peux incarner cette histoire avec ton expérience personnelle, avec tes rencontres, avec ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu même. Alors ce que je ferai vivre à mon personnage n'est pas exactement ce qui m'est arrivé, parce que dans le second volet il sera enlevé par un groupe islamiste armé, donc fort heureusement ça ne m'est pas arrivé, mais c'est aussi pour nourrir une fiction avec plein d'éléments. Mais cette manière effectivement de se mettre en scène, même si j'étais réticent, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'aboutissement de tout un travail qui m'a beaucoup impliqué personnellement sur toutes ces années. Pour conclure provisoirement sur cette aventure algérienne, ce retour dans le contemporain, cette irruption presque comme un reporter, pas dire comme Joe Sacco qu'on évoquera tout à l'heure, mais ce terrain, dit aussi la réussite de l'entreprise, puisque vous pouvez, après l'entreprise des carnets d'Orient et des carnets d'Algérie, revenir en Algérie, c'est-à-dire ne pas être considéré comme étant strictement le représentant du camp français ou du camp colonial. Et à tel point qu'en tout cas les intégrales des 2 premiers cycles ont été publiées en langue arabe en Algérie par une éditrice algérienne. Donc ça veut dire que, et ça revient un peu à ma démarche du début, c'est que ça puisse être lisible des 2 côtés de la Méditerranée. Oui, parce que vous avez eu aussi l'honneur d'une exposition
aux invalides autour de votre travail, donc arriver à être accepté et reçu par le monde militaire français et à ne pas être persona non grata en Algérie était quand même j'avoue que j'ai un tour de force. Une capacité à passer à travers les gouttes qui me surprend moi-même. Ça n'a pas été le cas de tous, et justement Camus, que vous avez adapté, si je me souviens bien, par 3 fois, est ce personnage qui quand même semble résonner un peu comme un père spirituel pour vous. On a l'impression que le désir d'adaptation, c'est pas simplement de prendre des grands textes de Camus et de les rendre accessibles à de nouveaux lecteurs, mais que c'est aussi revenir sur cette figure si importante et si controversée. Oui, Camus qui est toujours aussi controversé encore aujourd'hui en Algérie, mais qui peut être aussi considéré par un certain nombre d'intellectuels ou d'écrivains algériens comme, d'une certaine manière, aussi un écrivain algérien. Je pense à Kamel Daoud, par exemple, évidemment, qui considère que Camus est un grand écrivain algérien et qui fait partie, enfin, qui est dans l'imaginaire algérien et qui correspond complètement aussi à une forme de culture algérienne revendiquée par les Algériens aujourd'hui. J'avais eu la chance, il y a quelques années, en partie grâce à vous d'ailleurs, de parler de Jacques Derrida à Alger, et il y avait la même discussion, certains qui disaient « nous revendiquons Camus comme nous revendiquons Derrida comme étant des nôtres », et Derrida parlait de l'Algérien en moi, et d'autres qui, malgré tout, à cause des nuances de ses positions, pour ne pas dire de leurs ambiguïtés, le rejetaient. Et donc vous l'avez illustré à plusieurs reprises, y compris dans la version autobiographique proposée par le premier homme, qui est encore une manière de revenir sur cette période que finalement vous n'avez cessé d'apprendre. Oui, et puis je continue. Je pense que je suis loin d'avoir épuisé le sujet, et puis même sur Camus aussi, il y a une énigme aussi dans l'œuvre de Camus par rapport à cette question algérienne, en fait, qui n'est pas résolue, en fait. Alors on va, pour la prochaine demi-heure, changer vraiment de monde et d'univers avant d'essayer de dialoguer ensemble. Adeline Rosenstein est présente avec nous physiquement. Alex Baladi bientôt quittera son petit timbre-poste, sa petite case de BD à l'ancienne, pour nous apparaître en plein écran. Mais pour montrer quelques images, on va commencer avec Adeline Rosenstein, qui n'est pas strictement parler une autrice de bande dessinée, mais d'abord une comédienne et créatrice de spectacles, et tout est parti, tout ce projet de Décrire Ravage a d'abord commencé sous une forme théâtrale. On va en voir 2 images. Et donc, je n'ai pas vu les spectacles, mais ce qui me semble très, très, très frappant immédiatement, et qui va être au cœur de vos albums, dans un parti pris très éloigné de celui de Jacques Ferrandez, c'est, d'une certaine façon, le refus de l'image, ou en tout cas le refus de l'imagerie. Pas vraiment un refus d'image, parce que là, je dois appuyer sur... Pardon, sorry. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir eu cette idée de nous faire participer à cet événement si étrange pour moi. Je dois bien l'avouer, hein. Je fais semblant d'habitude de parler en public. C'est des personnages. Là, tout d'un coup, bon, je ne vais pas parler de moi. Donc, dans ce spectacle, la question du refus des images, ce n'est pas un refus des images, c'est un refus d'accorder de l'importance et de la foi à toute une série de documents, tableaux et autres choses qu'on a pu aussi voir juste là maintenant. Et donc, de travailler avec les images qui traînent dans l'imagination du public. Donc vous avez recours notamment à la forme de la conférence ou de la pseudo-conférence. Voilà, donc je me sers de papier trempé, écrasé en boulettes, que je lance contre le mur, et je fais semblant de commenter donc la nouvelle image. Une conférence PowerPoint. Voilà.
Et donc, à chaque fois que je nomme le document en question, tout le monde le regarde. Donc, il s'agit donc du papier de toilette jeté contre un mur, mais les personnes font appel à ce qu'elles pensent. Ah oui, le Géricault, attends voir. Oui, alors, Cyrénaïque, ça me dit quelque chose. Et donc, les personnes travaillent avec les restes de leur cours d'histoire et iconographie plus ou moins flottante, selon, bien entendu, les personnes. Et ça, c'était justement pour essayer d'éviter la reproduction et la diffusion en particulier de stéréotypes racistes et orientalistes. Et donc, je m'aperçois en fait que dans la bande dessinée, un peu comme au théâtre, on est héritier de tout un fatras très très embarrassant, douloureux pour les yeux. Vous disiez tout à l'heure, en montrant l'image de Topfer, qu'il ne s'embarrassait pas de tant de scrupules. Et par moments, je me suis demandé si nous, ici, nous nous embarrassions de quelconque scrupule lorsqu'on voyait défiler une caricature après l'autre de personnages qui sont censés représenter la façon dont quelqu'un de francophone voit le monde arabe. Donc, par rapport à ça, évidemment que moi, je me situe, j'espère, le plus loin possible, mais évidemment que comme c'est un processus qui nous traverse et que ces images sont partout, il se peut qu'on les reproduise involontairement. Donc décrire ravage, c'est le danger justement de détruire la chose qu'on est en train d'essayer de décrire, par exemple la complexité, en justement participant à toutes sortes de situations qui rappellent la destruction, la guerre, très simple, et le mépris, enfin bref, toutes ces choses qu'on voudrait éviter. Alors évoquer peut-être la rencontre avec Alex Baladi, là on voit une couverture de la revue Lapin, est-ce que c'était l'origine de votre rencontre, le début de ce travail ? Ben là, il pourra peut-être en parler. Alex, c'était son invitation, oui. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien ? On vous entend, Alex, oui. Alors désolé, en fait, il y a eu un ouragan à Berlin, donc les trains et les avions étaient annulés hier, mais en tout cas, merci pour l'invitation. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé à être rédacteur en chef d'un numéro de Mon Lapin, parce que pendant un an, l'association a sorti une petite revue qui s'appelait Mon Lapin, d'une 30aine de pages, et à chaque mois, c'était un rédacteur en chef différent. Et pour ce numéro, j'avais décidé de faire appel à des amis, alors des amis dessinateurs et dessinatrices, mais aussi des gens qui n'étaient pas forcément dans le milieu de la bande dessinée, qui faisaient d'autres choses. Donc j'ai proposé à Adeline de faire 5 pages en tant que scénariste, et j'avais dit aux participants à la revue de faire quelque chose de politique dans un sens très large. Et elle m'a proposé ces pages en relation avec son spectacle sur la Palestine. Elle m'a dit, je crois que c'était un chapitre qu'elle n'avait pas pu mettre dans le spectacle, donc on a fait ces pages, et après coup, je me suis dit que c'était assez. Enfin, j'avais bien aimé ces pages, et puis je me suis dit que c'était une bonne idée peut-être de faire carrément un livre, une bande dessinée sur la Palestine avec elle. Donc je lui ai proposé de faire ça. Je pensais pas forcément à une adaptation de sa pièce de théâtre que j'avais d'ailleurs pas vue. Mais là, elle s'est dit que c'était peut-être bien de justement faire les livres de la pièce, enfin, l'adaptation bande dessinée de la pièce, puisque de son côté, des gens lui demandaient quand est-ce qu'elle allait éditer le texte de la pièce, et tout ce rapport à l'image, en fait, n'existe pas évidemment dans un livre où il n'y a pas d'image. Donc, l'adapter en bande dessinée était parfait pour reproduire justement cette tension et cette
Alors on peut dire, Alex, en quelques mots, que vous êtes l'auteur de nombreux albums, publiés chez des éditeurs indépendants, et donc cette démarche de décrire Ravage s'inscrit à l'intérieur d'une remise en question des codes de la bande dessinée traditionnelle, de la narration traditionnelle, et une des choses qui va être très frappante dans Décrire Ravage, c'est le recours régulier à des styles très très différents. Donc ici, par exemple, une parodie de bande dessinée ultra classique, et cette parodie est véritablement alors détruite, ravagée, taguée par un autre code qui la rend impossible, mais ce n'est qu'un des styles qui est utilisé dans ce travail. Donc voilà la fin de la séquence. En réalité, je crois qu'on a même vraiment essayé, un peu comme on essaye de le faire sur scène. Donc, évidemment, la question de l'absence d'image dans un théâtre documentaire implique une triangulation entre le regard d'un ou d'une spectatrice et les performeurs. Maintenant, comment faire une bande dessinée sans image? Ou bien comment recréer cette même tension, cette question de « mais qu'est-ce qu'on est en train de me montrer là? Mais de quoi s'agit-il » Parce qu'il n'était pas vraiment question de faire une bande dessinée sur la Palestine, mais véritablement sur la fabrication d'un regard sur la Palestine, cet endroit du monde qu'on aime et on est censé connaître à distance pour après le conquérir à différentes époques. Et puis, par rapport à aussi, quand on est en Europe, la question qui, moi, me préoccupait beaucoup, qui était celle du milieu culturel, dont je voyais qu'il se détournait du sujet de la Palestine, déjà en 2006, puis en 2008-2009, au moment de l'agression sur Gaza, les massacres, et devant cette apathie un peu, cette timidité à décrire ce qui se passait, je me suis dit qu'il fallait reprendre l'histoire depuis le début, du point de vue de ces artistes ou chercheurs, ou voilà, comme ceux qui accompagnaient l'expédition d'Égypte. Puisque l'Égypte est très présente aussi dans le premier volume de Décrire Ravage. L'Empire ottoman sera au cœur du second, la Palestine à nouveau et encore plus dans le troisième tome. Donc il s'agit à chaque fois de cette question des artistes embedded, comme vous disiez, et de savoir si du coup aujourd'hui on est juste avant les chars, ou bien à côté des chars, ou bien dessus, pour avoir une vue surplombante. À quelle distance on se place des armées des pays dont on est originaire lorsqu'on est solidaire de la cause palestinienne et qu'on s'y rend pour travailler sur le front culturel. Et donc, il y avait cette possibilité de certaines personnes qui ont eu l'idée vraiment peut-être un peu dangereuse de se mettre en travers, et non pas devant, dessus ni derrière, en travers des forces oppressives, des dangers, et qui, du coup, dans leur grande bravoure, nous rapportent des témoignages sur la violence à cet endroit et sur leur position compliquée. On ne peut pas dire que votre travail se situe dans une optique de neutralité. C'est un travail qui a une dimension non seulement historique, mais on peut dire, par certains côtés, militante, engagée. Par certains côtés, ce qui ne la rend pas moins complexe. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction? Oui, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on accompagne des personnes qui sont témoins, donc des personnes de générations différentes, très jeunes, plus âgées, elles sont témoins d'événements qu'elles ne comprenaient pas quand elles les ont rencontrés, et puis qui, pris dans la violence, les ont fait réfléchir à ce qui s'est passé. Donc après, j'avais l'obligation de contextualiser et de décrire mieux qu'un témoin ce qui s'est passé. Et pour ça, comment est-ce que je faisais? Je ne savais pas comment faire, donc j'ai essayé de faire appel à des analyses plus historiennes,
notamment celle de Henri Laurence, mais je vois qu'il y a aussi d'autres personnes dont j'ai pillé les pages d'une manière ou d'une autre. Vous ne les avez pas pillées, vous les avez traduits d'une certaine façon dans une forme tout à fait nouvelle, tout en leur rendant clairement hommage, puisqu'il y a histoire et méta-histoire. Bon, c'est de toute manière, les personnes sont citées et tout. Mais il y a aussi une troisième façon qui était importante pour moi, qui était celle des auteurs et autrices palestiniennes elles-mêmes qui reflétaient dans leurs œuvres les mêmes événements. Et j'avais l'impression que peut-être montrer ces trois perspectives pourrait nous laisser deviner ce qui se passe là-bas. Le problème avec la question des auteurs et autrices palestiniennes ou du monde arabe sur la Palestine, c'est qu'il y a très peu de traductions en français. Et donc là, je me lançais dans un périple à rencontrer des traducteurs, traductrices qui me faisaient l'amitié de bien vouloir m'expliquer comment elles interprétaient tel ou tel mot. Et ça, si vous voulez, ces quatre sources différentes, on a voulu leur donner c'est presque des dessinateurs différents. C'est-à-dire, Alex Baladi, c'est quelqu'un qui sait faire de la BD sans images, mais il sait aussi inventer, et c'est ce qu'on a essayé de faire pour chacune des sources, un autre style de dessin, presque. Je ne sais pas si toi tu appelles ça des styles de dessin, peut-être qu'il faut que tu en parles mieux. Oui, on va donner la parole à Alex, et par exemple pour commenter en quelques mots la page qu'on voit, ce qui est très frappant quand on entre dans Décrit Ravage, malgré les codes tout à fait particuliers, c'est la grande fluidité narrative. On ne suit pas exactement la linéarité classique de la bande dessinée, on change de code régulièrement, et pourtant on ne s'y perd jamais. Il y a là un travail qui prend en compte et qui prend aussi au sérieux le médium bande dessinée. Alors effectivement, pour les différents chapitres, j'avais essayé de trouver un graphisme un peu différent, même une manière de dessiner les cases un peu différentes. Par exemple, pour les témoignages, c'est des cases en zigzag, comme on voit ici. Pour la partie historique, c'est des cases plus classiques, avec un dessin un peu différent, où j'ai utilisé pas mal de motifs, de papier découpé. Là, on voit... attendez, vous pouvez remettre l'image. Là, on voit que dans ce témoignage, il y a aussi des styles un petit peu différents. C'est-à-dire que on voit un dessin assez fouillé. Ça, c'est les dessins qui sont faits d'après des documents. On voit d'ailleurs qu'il y a le crayon qui est en train de dessiner, etc. Et ça, c'est des cases qu'on appelle les cases chantier. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en train de travailler à partir des documents qu'on a. Sinon, un peu au-dessus, on voit des pierres. Et là, c'est dessiné avec un dessin un petit peu plus... Là, on voit pas trop la différence, mais sur d'autres cases, peut-être même la page qu'il y avait encore avant, on peut retourner. On voit que voilà, la case qui est en haut, c'est dessiné avec un trait très très fin. Ça, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs du témoin. Ensuite, vous voyez les deux cases qui sont un peu dans un style un peu Linkler, plus à la Tintin. C'est les projections. C'est ce qu'il imagine, en fait, quand il n'est pas encore au Moyen-Orient, il imagine comment c'est. Il a à partir justement des lectures qui sont ces livres souvenirs de la case d'avant. Et puis en bas, il y a de nouveau ce côté chantier où c'est nous qui sommes en train de travailler. Alors on voit que j'essaie de reproduire des images. Il y a un cutter et un crayon. Et je fais du papier découpé et, à partir d'images que je vois sur un ordinateur. Voilà. En tout cas, on essayait de distinguer les images qu'un témoin nous raconte. Donc il était très âgé, il est décédé maintenant, qu'il raconte parce qu'il les a bien en tête, parce que c'était dans des livres ou dans des photos. Celles-là, elles sont nettes dans sa description. Tandis que des souvenirs sont beaucoup plus flous. Et puis... les projections, donc qu'est-ce qu'il imaginait qu'il rencontrerait là-bas. Alors là, il essaye de mettre ses souvenirs et les images ensemble, donc ça donnait encore un autre bricolage. Alors j'ai envie de commenter brièvement, puis de vous laisser commenter cette page. On retrouve cette structure assez souvent qui fait penser
à votre compatriote Rodolphe Töpfer, l'inventeur, qui disait, grosso modo, je dessine l'écriture et j'écris le dessin. Et on voit que dans cette forme synthétique, cette forme dynamique qu'est la bande dessinée, ce qu'il appelait vers 1840 la littérature en estampe, on voit que l'écrit lui-même et la différence des langues peut devenir la matière même de la bande dessinée. Donc là, on est réellement dans le cadre d'une planche non représentative, mais en même temps extrêmement graphique par sa composition, par l'ordre de lecture, par la présence en liberté des phylactères. Il y a là une manière à la fois de pousser la bande dessinée vers une de ses limites et en même temps de montrer une de ses potentialités qui avait été assez peu explorée. Peut-être Alex peut dire quelques mots sur ce sujet? Oui, alors il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un album entier comme ça qui s'appelle La main droite chez Atrabile, où j'avais décidé de faire une bande dessinée où il y aurait pratiquement que du texte. Je m'étais pas vraiment imposé une contrainte, donc c'était pas un exercice oubapien. Mais j'avais décidé de comment dire, un peu comme si on avait deux curseurs, un curseur pour le texte et le dessin, et de mettre le curseur texte beaucoup plus fort, si vous voulez. Parce que je m'étais pas interdit de mettre du dessin, et tout d'un coup, il y a un dessin qui apparaît à un moment donné, et ça lui donnait une force beaucoup plus grande, c'était beaucoup plus agressif, en fait, pratiquement. Le fait que ce dessin apparaisse dans une bande dessinée où il n'y avait que de la calligraphie. Et voilà, et effectivement, c'est l'image texte qui m'intéressait. C'est le texte pris comme une image. Et donc là, en fait, ça convenait tout à fait à ce qu'on voulait faire pour ces extraits de pièces. Chantier de traduction, oui. Voilà. C'est évidemment la présence de la langue étrangère, mais en même temps la présence de la traduction. Donc on n'est pas simplement dans la plasticité d'une écriture ou dans son esthétisation, mais vraiment dans sa présence comme langue étrangère et en même temps comme langue compréhensible par la traduction, ouais. Et puis comme langue commentée par le dialogue qui est autour. En vérité, juste parce qu'on est ici, c'est très délicat. Donc évidemment que dans à mon niveau de connaissance de la langue arabe, évidemment que je devais faire appel à des personnes qui font de la littérature et avec l'aide de certains chercheurs, nous avions eu l'idée de faire une anthologie de théâtre arabe sur la Nakba, de langue arabe. Et on a commencé comme ça à en rassembler, et donc je voulais à chaque fois citer un extrait qui était en rapport avec des événements dont parlait une autre personne, un témoin. Donc là, c'est vraiment juste, il s'agit d'une citation, et les extraits de discussion sur la traduction, si vous voulez, quelque part, c'est un crime. C'est de mettre ça comme ça pourrait ressembler à un charcutage. Puis en plus, après, tout le monde vient donner son avis sur le texte. Donc, on s'est demandé de quelle manière on pouvait agencer ça pour que le babillage des différentes personnes qui essayent de transmettre un texte reste le cadre, et cette citation au centre pouvant donner envie d'aller en savoir plus sur ces textes, quoi. Et peut-être que ça rappelle légèrement la mise en page de... Enfin bon, ça c'est autre chose, pardon. Donc là aussi, on voit la diversité des jeux, le jeu non seulement sur les cases, mais sur la page, la double page, et finalement, comme on garde le sentiment d'être dans une écriture de bande dessinée, même si on est en même temps dans une mise en cause de sa forme classique. D'une certaine façon, ça nous montre la plasticité incroyable de la bande dessinée depuis un certain nombre d'années, où là où on croyait qu'il y avait un nombre moyen de cases par page, qu'il fallait toujours que les personnages soient représentés, etc., on s'aperçoit que la bande dessinée supporte très bien de flirter avec l'abstraction, de flirter avec la littérature et de flirter aussi avec le travail d'essai et de réflexion, parce que ce n'est pas simplement un travail historique que vous faites, c'est un travail qui
qui tire vers l'essai et vers une tentative de mettre de la pensée ou de faire agir de la pensée à l'intérieur d'une bande dessinée. Ce qui était aussi important justement par rapport à cet extrait-là, c'est que là, on avait une personne qui, par exemple, n'aurait pas été du tout considérée ici comme quelqu'un qui sait des choses et qui sait interpréter des textes. Et par rapport à quand on l'entendait parler, en fait, c'était la personne qui a le mieux réussi à nous transmettre quelque chose d'important qui était dit dans ce texte. Lorsqu'il dit... Je peux vous raconter une histoire? Vous allez tous pleurer, c'est facile. Ça, c'est facile, exactement. C'est facile. C'est pour ça qu'il dit on n'a pas besoin de gens qui pleurent, on a besoin de gens qui se fâchent. Donc ça, il commente la fin du monologue de Salma de la pièce Le feu et le livre de... J'avance un peu pour qu'on voit d'autres images. Donc le deuxième épisode, le deuxième album qui tourne autour de l'histoire de l'Empire ottoman, à nouveau autour de cette idée de description et de destruction qui sont inséparables. Et je dois dire que c'est un album où on apprend beaucoup de choses. C'est un peu peut-être un impensé de notre rapport à l'Orient et au Moyen-Orient, que cette importance de l'Empire ottoman et de ce qui ne s'appelait pas encore les nationalités, de l'arrivée des nationalités, le traitement que vous faites de la question de l'indépendance de la Grèce en dissymétrie par rapport à l'Algérie, c'est tout à fait remarquable et brillant, et on s'aperçoit qu'il y a là une possibilité de traiter avec un certain didactisme en ne recourant pas au code de nos anciens manuels d'histoire. Oui, alors ça c'était largement, enfin la découverte de la possibilité de débat qu'on pouvait rapprocher au moment de l'indépendance de la Grèce ou de l'Algérie. Ça, c'est à travers le travail de Henri Laurence dans son bouquin Les crises d'Orient. C'est là que j'ai trouvé cette chose. Et le miroir, donc Hamdan Hoxha, c'est qui nous a inspiré cette page de couverture, comme je pense que vous avez dû avoir ça entre les mains aussi. Donc ça nous a, c'est-à-dire comment on essaye de mettre la France, enfin obliger la France à se regarder dans le miroir en disant voilà ce qui se passe ici, et vous parliez de droits de l'homme, etc. Bon, juste pour dire que ça, voilà, ça c'est nos pages sur l'Algérie. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. C'est assez différent, mais en même temps, voilà, c'est, je pense, assez fascinant, de même qu'il y a des travaux d'historiens contemporains ou anciens qui ne se recoupent pas forcément, de voir deux modes de traitement de cette sombre histoire. Et donc, ces jeux dont Alex peut peut-être dire un mot, enfin peut-être que le mot de jeu ne convient pas, en tout cas, ces systèmes de représentation, ces systèmes d'organisation de la page auxquels vous avez régulièrement recours et qui montrent au fond comment l'expérience d'une bande dessinée de recherche ou d'expérimentation peut nourrir différemment un travail sur la représentation historique. Je ne sais pas si Alex a envie d'en dire. Alors en fait, là, dans le spectacle, c'est une spécialiste de l'Empire ottoman qui expliquait une chose où elle utilisait une porte sur des tréteaux qui était censée être la carte de la Méditerranée. Et à chaque fois, nous, on doit en fait réfléchir comment transcrire ça en bande dessinée, ou plutôt, voilà, oui, en fait, comment imaginer la chose en bande dessinée en utilisant tout ce qu'on a, toutes les possibilités qu'on a. Et là, comme j'avais déjà aussi joué sur les cases pratiquement en 3 dimensions, en fait, là, dans d'autres bandes dessinées que j'avais faites avant, je me suis dit que c'était peut-être possible d'utiliser ça pour montrer la complexité
Parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas vraiment à bien expliquer les choses Ouais, de manière... c'est ça. Peut-être que je rajoute juste ce mot. C'est donc Julia Strutz, elle est historienne de l'Empire ottoman et géographe. Et donc je lui avais demandé de faire une carte de l'Empire ottoman en 1830. Et alors elle invente une sorte de cartochorégraphie, enfin c'est ce qu'on fait sur le plateau ensuite, où elle dessine avec ses gestes des contours et elle met les noms. Et au fur et à mesure qu'elle le fait, soudain, elle s'interrompt, elle dit « Non, en fait, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Quand je dis tel mot, j'induis déjà des régions séparées, alors qu'il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas de frontières. » Et la façon dont elle s'autocritique et remet en question l'exercice qu'elle vient de faire nous éclaire encore plus sur ce qu'a pu être l'Empire ottoman en 1830. Donc il faut non seulement essayer de décrire, mais ensuite critiquer vraiment les défauts de la description pour se mettre à réfléchir à « Ah ouais, peut-être que je dois changer mes outils, mes habitudes de consommation du savoir pour essayer de découvrir autre chose. » Voilà. C'est une sorte de perte de l'innocence de la représentation. Voilà. Et donc, Alex a fait ce dessin où la carte géographique se replie et se transforme en fait en boîte. Et la géographe est à l'intérieur. Oui, elle est comme enfermée parce qu'elle n'arrive plus à sortir et à véritablement expliquer tout ça. Et ensuite, c'est Adeline elle-même qui intervient à la fin dans les cases et qui gomme des frontières en parlant du passé préféré. Voilà. Et... Alors Alex, peut-être quelques mots de ces images que vous avez photographiées, refotographiées, de ces cartes à jouer qui apparaissent à l'intérieur de l'album. C'est votre matériau, c'est votre point de départ, votre documentation, ou ça joue une autre fonction ? Donc là, c'est l'iconographie qui a servi de base aux boulettes de papier. Donc, c'est pas parce que je faisais de la rétention de documents, mais c'est parce que je voulais leur donner, la question de leur interprétation en même temps que le document. Le problème d'interprétation en même temps que le document. Et donc, voilà, on en a fait des cartes de tarot. Excusez-moi. Vous les avez réalisées pour le spectacle ? Pardon ? Vous les avez réalisées pour le spectacle, les cartes de tarot ? Non, pardon. Ça, c'était à l'initiative de l'Université de Neuchâtel qui proposait aux spectateurs à la fin des représentations de venir décrire ce qu'ils pensaient avoir vu à telle ou telle boulette. Et à la fin, les jeunes chercheuses en sciences sociales retournaient la carte en question et disaient voilà, c'était ça en fait le tableau qui était décrit, et les personnes pouvaient s'en amuser. Donc voilà. Donc dans le troisième volume, la question palestinienne est traitée de façon plus frontale, plus directe, mais toujours avec la même réflexion sur la représentation et notamment sur la cartographie, qui est vraiment un des sujets qui vous intéresse. Une carte, le geste même de tracer une carte, par exemple une carte de Jérusalem et de ses différents secteurs, c'est un travail à la hache, c'est un travail qui ravage plus encore qu'il ne décrit. Oui, en fait, c'était tiré du bouquin de Vincent Lemire qui était sorti sur la ville de Jérusalem, dont après j'ai appris que... enfin bref, pardon. Et donc, après vous avez appris ? Non, c'est rien que... oui, moi je l'ai trouvé là, donc c'est à lui que je rends hommage. Après, il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Oui. Bien entendu, avant lui. Et donc, c'était... Oui, aussi dans l'idée d'écrire Ravage, une carte dans un guide touristique. Alors on divise la ville en attribuant une communauté religieuse à chaque quartier, et puis finalement c'est cette carte-là qui va s'imposer. Voilà. Je crois qu'ici on est dans le travail en préparation, en développement aujourd'hui, Alex ? Oui. Non, on ne vous entend plus.
Il faut que tu remettes ton micro. Exactement. C'est le 4e épisode. Pour le sujet sera... Ben, là, on sera autour des accords Sykes et Picot, le partage et la Première Guerre mondiale. Ouais. Mais alors, c'est difficile de dire le sujet. La rubrique historique, c'est celle-là. Après, il y a un témoignage qui est bien plus, qui vient de plus tard, un extrait de pièce de théâtre encore différent, etc. C'est chaque fois comme ces différentes rubriques qui se retrouvent dans chaque album. Pardon. Avant de donner la parole à celles et ceux qui le souhaiteraient pour finir ce premier débat, j'aimerais faire réagir Jacques Ferrandez, dont je sais qu'il a découvert récemment, en tout cas lu de près, les 3 volumes de Décrit Ravage, et donc voir comment une approche très différente de celle qu'il a pu avoir le touche, l'interpelle ou le déconcerte. Oui, bah alors moi j'ai découvert, parce que je savais qu'on devait se rencontrer, donc je me suis dit au moins que je sache de quoi il s'agit. Donc en fait j'ai découvert ces 3 livres, j'ai pas pu me les procurer parce qu'ils sont assez difficiles à trouver en librairie, comme ça ils n'ont pas ça forcément en stock. Donc je les ai eus hier grâce à l'IREMO qui m'a prêté les 3 tomes, donc je les ai dévorés dans l'espace de l'après-midi et de la soirée d'hier. Et alors, effectivement, j'ai d'abord été très déconcerté par cette démarche, j'allais dire, très conceptuelle, hein, qui consiste effectivement à quasiment éliminer l'image dans un mode d'expression qui, en principe, d'après ce que j'avais, tel que je l'avais compris, était un mix, effectivement, d'images et de textes. Enfin bon, on peut se référer à toute l'histoire de la bande dessinée. On a vu quelques exemples tout à l'heure, avant que cette table ronde ne commence, avec... des grands anciens qui sont ceux qui finalement ont nourri tout mon imaginaire aussi et qui ont probablement fait qu'aujourd'hui je fais de la bande dessinée. Donc moi ça fait quand même c'est assez longtemps que je suis là-dedans. Et c'est vrai que la première chose qui est déconcertante, c'est de dire mais où sont les personnages, où sont les images, évidemment. Alors évidemment il y a un propos qui est dans cette suite d'albums qui lui aussi m'a paru très engagé évidemment sur d'une certaine manière, pour décrire l'histoire de façon qui m'a... Alors je savais, parce que j'avais vu qu'il s'agissait de l'adaptation en fait d'une pièce, en fait d'un travail plutôt théâtral, et effectivement avec un discours qui est, à mon sens, enfin en tout cas engagé dans un certain sens, qui est tout à fait évidemment compréhensible par rapport à au filtre, à la culture de chacun. C'est-à-dire chacun va évidemment examiner cette histoire-là avec ses propres références, ses propres valeurs, sa propre peut-être idéologie aussi. Donc moi, ça m'est apparu finalement comme un travail très pédagogique, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais quelque chose qui est censé enseigner vraiment sur un sujet peu connu, peu décrit, et qui permet d'avoir un regard peut-être effectivement très différent de celui qu'on peut avoir à travers ce qu'on nous a appris dans nos livres d'histoire, etc. Donc ça, je trouve que c'est toujours très salutaire d'avoir un pas de côté comme ça par rapport à ceux qu'on croit savoir des choses. Après, effectivement, sur la partie graphique, il y a cet aspect, j'allais dire, très conceptuel qui, alors que je trouve très intéressant, parce qu'on a vu la circulation de l'œil dans la page, avec cet effet un peu de sinusoïde, de zigzag qui se démarque de la lecture conventionnelle de la bande dessinée. Je trouve ça très intéressant. Et ce que je trouve aussi évidemment intéressant, c'est le fait que la bande dessinée aujourd'hui, contrairement peut-être à la période qui a précédé notre génération, enfin notre intrusion dans ce mode d'expression, à Benoît et moi, c'est qu'effectivement, précédemment, tout était extrêmement codé. Il y avait sur le plan narratif, sur le plan du dessin. Et aujourd'hui, ça fait quelques années, à mon avis maintenant même un peu plus d'une génération, que la bande dessinée devient un champ d'expérimentation extrêmement vaste, extrêmement intéressant, avec un éventail d'expression sur le plan narratif, sur le plan visuel, graphique, etc., qui est une manière de renouveler énormément le genre, quoi. Donc moi, je salue toujours ces expériences novatrices, en fait. Voilà. Après ça, évidemment, c'est sujet, justement, c'est sujet à débat. C'est-à-dire que... Nous évoquions hier, Jacques, un intermédiaire, une représentation qu'on ne peut pas ne pas évoquer en quelques mots, qui est le travail de Joe Sacco oui. sur la Palestine, ou Joe Sacco, qui est donc, lui,
quelque sorte un journaliste de terrain, un reporter dessinateur, se concentre sur les personnages Vraiment, et les c'est ça. visages, C'est- et donc propose encore un troisième code qui n'est ça. ni la représentation figurée du travail du type de Jacques Ferrandez, ni votre représentation effectivement à tendance conceptuelle et de méta-histoire, encore plus d'histoire, mais lui, dans ce travail de reportage, c'est quelque chose qui vous a intéressé, Bien sûr, Joe bien Sacco? sûr. Oui, 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 beaucoup de respect. Ok, cette fois, c'est un journaliste qui va faire de la BD. Et qui se met en scène lui-même, dans une représentation d'ailleurs peu flatteuse. Hein, Peu flatteuse, se c'est vrai que représente quand- moins... Il est très scrupuleuse, et c'est vraiment un livre dont on peut... qui a une valeur aussi informative, Oui. vraiment très Et fouillée. très incarné pour le coup. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnages sont très présents dans l'œuvre de Sacco. Et là, c'est vrai qu'on est un peu désorienté par l'absence presque d'incarnation, parce qu'on entend les personnages parler, on entend notamment avec le jeu des traductions, il y a tout ce jeu-là. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu frustré de ne pas voir ces personnages, parce que Ouais. j'ai souvent besoin dans un récit non pas de m'identifier, mais en tout cas ouais, d'identifier d'accord, alors qui peut-être, parle. Et vous puis on voyez. fera réagir Alex après. Oui, bien Mais sûr. répondez. Peut-être que, vous voyez, parfois, les témoins qui nous ont accordé des entretiens, pour certains, ils nous parlent d'erreurs qu'ils ont commises, qui les font souffrir aujourd'hui dans leurs souvenirs. Et donc, il y a moyen, par exemple, dans les sciences sociales, d'anonymiser les gens. Et nous, on s'est dit, bon, anonymiser, parfois, ça donne... évidemment, tout est anonymisé, les noms, les lieux, sauf les personnes qui ne souhaitaient pas. Il y a des personnes qui ne souhaitent Il y a pas. un témoignage assez fort dans le 3e volume, et là, vous nommez le Oui. témoin. Mais enfin, on peut reconnaître le Ouais. personnage quand on donne les remerciements à la fin, notamment dans le 3e volume. Il y a un témoin qui a pris une balle en caoutchouc. Ouais, en 2014, en juillet 2014. Voilà, et donc qui effectivement, s'appelle Diego après ça, Fingi. il y a une manière de... Comme Ouais. vous savez, moi, c'est aussi Non, souvent... mais lui c'est différent. Mais moi, je vous parle des personnes très âgées qui, Oui, elles, d'accord. du coup, sont représentées à travers une main, un bord de lunettes. Elles sont là, elles ne sont pas complètement absentes, c'est ça que je veux Oui, dire. mais c'est vrai, ça me fait un peu penser, vous savez, à ces reportages où tout le monde est flouté, quoi. À un moment donné, on est quand même un peu frustré parce qu'on se dit, bon, qui parle, quelle est la part finalement de dissimulation volontaire ou involontaire, vous voyez, quel est le brouillage au sens Bien propre sûr. du message, si vous voulez. Ouais, c'est ça. On va Bien peut-être sûr. laisser Alex dire quelques mots sur ce sujet, sur la volonté de représentation rare des personnages, parce qu'il y a quand même du personnage humain aussi qui apparaît, mais dans d'autres situations des albums. Oui, mais en fait, quand il y a un témoignage, comme le témoignage de Hans, on montre vraiment... Ce qu'on montre, c'est vraiment ce qui est nécessaire de montrer. C'est pas nécessaire de montrer son visage. C'est même, je dirais, c'est même presque quelque chose qui nous entraînerait vers autre chose que ce qu'on veut montrer. Ce qui nous intéresse, c'est surtout son témoignage, en fait. C'est pas tellement son visage. Et même, en fait, en prenant ces précautions, il y a une artiste qui a refusé qu'on mette son témoignage, même si c'était pas, on pouvait pas la reconnaître, etc. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. On essaye vraiment à chaque fois de réfléchir, et comme je disais, à ce qu'on va montrer et ce qu'on va pas montrer surtout. Mais comme disait Adeline, on est tellement pris par des visions orientalistes que même avec la volonté en fait de sortir de toutes ces images, il y a toujours la peur aussi, Le scrupule, en tout cas. Le scrupule plutôt, voilà, le scrupule de quand même participer à tout ça. Donc on espère qu'on n'y participe pas, puisque on veut vraiment contrer toutes ces images orientalistes. La question qui vous est commune aux uns et aux autres, et je crois qu'il nous interroge tous aujourd'hui dans la représentation historique, particulièrement dans la mise en fiction cinématographique ou télévisuelle, c'est finalement celle de l'éthique du regard, de l'éthique de l'image. Elle traverse tout le travail de Jacques Ferrandez, il y apporte certaines réponses, vous y apportez une réponse, Joe Sacco y apporte une autre réponse. Dans les mises en cause que j'ai trouvées parfois rapides et injustes du travail de Craig Thompson, Rami Bis, c'était la question éthique qui était posée, c'est-à-dire
l'appropriation culturelle notamment. Et donc on se rend compte que là où la bande dessinée historique ancienne se disait que représenter, c'était aider à entrer dans une histoire et à la découvrir, et que le statut même de l'image montrée n'était pas très interrogé. On prenait un document, on synthétisait, enfin, on allait rarement sur le terrain, d'ailleurs, ni Hergé, ni Jacobs n'y allaient. Aujourd'hui, ces questions de responsabilité du fait même de représenter sont, je crois, au cœur des réflexions de presque tous les auteurs qui ont travaillé sur ces matières douloureuses, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le cœur de notre débat d'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire refroidie, c'est une histoire encore brûlante dont les conséquences se font sentir de tous côtés, et donc qu'on ne peut pas traiter comme si on évoquait une très lointaine antiquité ou une période qui ne soulève plus d'enjeux aussi directs. Oui, c'est ce que j'avais noté dans la préface du tome 3, qui parle de l'éthique du cadre, la nécessité du cadre, de la dialectique du cadre, c'est-à-dire se focaliser vraiment sur ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on a le droit de montrer, ce qu'on n'a pas le droit de montrer. Enfin, ça tourne évidemment beaucoup autour de ça. Ce qui nous, disons, vieux de la vieille, avons un peu intégré à travers toute une histoire de la bande dessinée finalement assez classique, et à partir de quoi on peut jouer aussi dans nos modes de représentation, dans ce qu'on décide de montrer à l'image et ce qui doit éveiller ou évoquer pour le lecteur du récit, en fait. Là, c'est vrai que c'est très, très radical dans vos albums. Mais après, dans l'œuvre de Baladi, il y a plein de personnages, oui. il y a plein de paysages et tout. C'est vraiment parce qu'on essayait d'inviter les gens à prendre goût à quelque chose comme la déconstruction de certaines idées qu'on voit trop souvent reproduites. Et donc, par rapport à ça, il fallait justement jouer justement à montrer juste un peu moins. Alors, il nous reste un quart d'heure, si nous ne voulons pas déborder, puisque le programme de la suite de la journée sera riche. Pardon. Donc, s'il y a un micro, peut-être l'un ou l'autre, l'une ou l'autre souhaiterait commenter, ajouter quelque chose. Donc, j'ai vu une main au premier rang, une autre ici, une autre là. Donc, voilà.